Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une des priorités était de tout garder caché. Les itinéraires, les déplacements et les installations étaient tenus à l'écart de tout regard. On utilisait souvent des grottes, des tunnels, des trains scellés ou des zones isolées pour déplacer du matériel sans que l'ennemi ne s'en aperçoive. Lorsque la guerre prit fin en 1945, une grande partie de tout cela fut abandonnée. Personne ne retourna dans ces lieux. Avec le temps, ils commencèrent à réapparaître. Il ne s'agissait pas de reconstitution ni de pièces isolées. C'étaient des objets réels, intacts, tels qu'ils avaient été laissés. Véhicules, cartes, armes, documents, structures entières. Tout cela refit surface sans que personne ne le recherche. Qu'est-ce qui est apparu après être resté caché pendant tant de décennies? Le refuge soviétique caché oublié en Lettonie. Dans les années 90, avec la chute du bloc soviétique, plusieurs groupes d'explorateurs commencèrent à parcourir des zones militaires abandonnées en Europe de l'Est. L'un de ces lieux se trouvait en Lettonie, à quelques kilomètres de la ville de Skrunda. Ce qui semblait n'être qu'un ensemble de structures vides cachait quelque chose de plus profond. Sous terre, il y avait des tunnels renforcés, des pièces scellées et des machines rouillées qui n'avaient pas vu la lumière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'entrée était recouverte de terre et de débris, et seule une légère inclinaison du terrain était visible. En retirant les couches supérieures, une trappe en acier avec des restes de peinture rouge apparut. Elle était bloquée, mais après plusieurs tentatives, ils réussirent à l'ouvrir. À l'intérieur, l'air était dense, avec une odeur de rouille et de vieille poussière. Les lampes torches éclairaient à peine les couloirs, qui descendaient en ligne droite sur environ 10 mètres. Le complexe souterrain comportait au moins 4 grandes salles reliées entre elles. Des câbles traînaient au sol, des tuyaux étaient cassés et une couche d'humidité recouvrait presque tout. Pourtant, certains objets étaient bien conservés. Dans l'une des salles, ils trouvèrent des étagères contenant des boîtes à outils, des pièces électriques de rechange, des cartes marquées en russe et des manuels techniques. Le plus frappant fut une salle au mur recouverte de panneaux métalliques, où étaient encore suspendus de vieux téléphones et des commandes rotatives. Il s'agissait d'un centre de communication. Il y avait des microphones, des haut-parleurs et des écouteurs de l'époque, tous reliés à une console centrale. La poussière recouvrait tout, mais de nombreuses pièces portaient encore leurs étiquettes d'origine. Parmi les papiers éparpillés au sol, se trouvaient des carnets avec des annotations, des plannings de garde et des codes chiffrés. Ils découvrirent aussi une machine à écrire soviétique avec plusieurs feuilles insérées. Les textes étaient en russe. Certains traitaient de simulation, de maintenance et de protocole en cas d'attaque aérienne. Dans un coin du couloir, derrière une porte en acier verrouillée, ils trouvèrent une petite armurerie. Il restait des caisses vides et d'autres contenant des pièces de rechange. Il n'y avait ni munitions ni armes complètes, mais des éléments détachés. Chargeurs, supports et accessoires de fusil. Tout fut recensé, mais non extrait. Le complexe était doté d'un système de ventilation artificielle. Les conduits couraient au plafond et certaines parties étaient encore fixées. Il y avait aussi des restes d'un générateur de secours. Bien qu'il soit rouillé, on pouvait distinguer sa structure et les connexions qui alimentaient d'autres parties du refuge. L'une des pièces semblait avoir été utilisée comme dortoir. Il y avait des lits superposés en métal, des matelas pourris et des restes de couverture. Une table avec des assiettes en métal, une radio portable cassée et une lampe suspendue au plafond complétaient le décor. Il était évident que le lieu avait été occupé pendant une période prolongée. Les experts, ayant ensuite visité le site, conclurent qu'il s'agissait d'un bunker opérationnel actif entre 1944 et 1947. Il aurait probablement été utilisé pendant les derniers mois de la guerre comme point de surveillance ou de communication, puis serait passé aux mains des Soviétiques lors de la prise de contrôle de la région. L'emplacement du refuge était stratégique, éloigné des routes visibles, mais assez proche d'un ancien aérodrome militaire. Cela permettait de maintenir les communications sans interférence et de disposer d'un accès rapide en cas d'évacuation. Les marques de peinture encore visibles sur les murs indiquaient des directions internes et des zones restreintes. Le sol portait des traces de roues, comme si des chariots ou des équipements avaient été déplacés à l'intérieur.
On trouva aussi des restes de caisses en bois avec des sceaux de fabrication russe et des papiers collés portant des dates de 1945. Beaucoup étaient humides, mais certains purent être récupérés pour être scannés et analysés. Le site ne figurait dans aucun registre officiel. Il n'apparaissait sur aucune carte ni dans les documents accessibles au public. Sa découverte fut fortuite, et les premiers à y pénétrer furent des explorateurs civils, non du personnel militaire. Plus tard, des chercheurs d'universités locales l'étudièrent plus en profondeur. Certaines parties du complexe étaient partiellement effondrées, ce qui empêchait d'aller plus loin. Des caméras télescopiques furent utilisées pour observer des zones inaccessibles, où l'on remarqua des structures semblables à des entrepôts ou des archives. On ne tenta pas d'y entrer pour des raisons de sécurité, mais la zone fut balisée pour de futures fouilles éventuelles. L'existence de cette base renforça la théorie selon laquelle, dans les dernières années de la guerre et les premières de la domination soviétique, de nombreux postes de commandement cachés furent reconstruits, prêts à résister ou à communiquer en cas de conflit majeur. Beaucoup furent désactivés sans laisser de traces. Le bunker de Skrunda fut de nouveau fermé après son exploration initiale. Des scellés de sécurité furent placés et il fut enregistré comme site historique. Bien qu'il ne fût pas ouvert au public, les images obtenues permirent de montrer comment fonctionnaient ces installations en pleine guerre et durant la tension du début de la guerre froide. L'hôpital de campagne oublié dans une grotte française. En 2012, un groupe de spéléologues explorant une série de grottes dans le nord de la France, près de la région des Ardennes, découvrit une entrée recouverte de végétation et de terre. En y pénétrant, ils remarquèrent que la caverne montrait des signes évidents d'activité humaine. Le sol était nivelé et sur les parois apparaissaient des marques de craie, des crochets métalliques enfoncés et des restes de planches. Il ne s'agissait pas d'une grotte ordinaire. En avançant, ils trouvèrent des objets rouillés, des ustensiles médicaux, une civière pliante, des caisses en bois avec des inscriptions en anglais et des flacons vides de morphine. Tout indiquait que cet espace souterrain avait servi d'hôpital de fortune pendant la Seconde Guerre mondiale. Le plus surprenant était que de nombreux objets se trouvaient encore à leur place, comme si le lieu avait été fermé à la hâte et jamais touché depuis. Les restes étaient bien conservés grâce à l'humidité constante et à l'absence de lumière directe. Il y avait des bandages, des flacons de médicaments brisés, des seringues non utilisées et des morceaux d'uniforme avec des insignes de l'armée américaine. L'ensemble du site était organisé. Une zone d'entrée, 2 salles séparées avec des civières, une table d'opération et un petit espace avec des ustensiles de cuisine. Il n'y avait pas d'électricité sur place, mais on trouva des supports pour des lampes à kérosène, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau vides, des couvertures et une radio portative endommagée furent également découvertes. Tout laissait à penser que la grotte avait été utilisée par un groupe médical de campagne opérant secrètement dans cette zone boisée durant les combats dans les Ardennes. Sur l'un des murs, on pouvait encore lire une date inscrite au charbon. 17 Dec 1944, ce qui coïncidait avec le début de l'offensive allemande dans cette région. Cet hiver-là, les conditions étaient difficiles et de nombreux escadrons américains durent se replier et établir des postes temporaires dans des lieux cachés comme des grottes, des églises ou des granges abandonnées. Un rapport militaire déclassifié des années plus tard confirma qu'un escadron médical de l'armée américaine avait monté un hôpital d'urgence dans ce secteur pour soigner les blessés des lignes de front. L'équipe était composée de médecins, d'infirmiers et de personnel de soutien. L'objectif était de soigner les soldats aussi près que possible des zones de combat, sans les exposer à un long transfert. Quelques notes retrouvées à l'intérieur de la grotte indiquaient des noms, des âges, de brefs diagnostics et des dates d'admission. On retrouva également le journal personnel d'un des médecins, avec des entrées manuscrites décrivant les conditions du lieu, le froid extrême et le manque de ressources. Sur l'une des pages, il était mentionné qu'ils avaient dû opérer à la lumière des bougies. Aucun reste humain ne fut trouvé, ce qui indiquait que les blessés avaient été transférés ou enterrés ailleurs. Malgré cela, le niveau de détail dans l'aménagement de l'hôpital montrait qu'il ne s'agissait pas d'une installation temporaire improvisée, mais d'un lieu pensé pour rester actif pendant plusieurs semaines. L'entrée de la grotte avait été camouflée avec des branches et de la terre, ce qui explique pourquoi elle n'avait pas été découverte pendant si longtemps.
Seul le changement naturel du terrain permit à une partie de l'accès d'être exposée et repérée par les explorateurs. Personne ne l'avait enregistrée auparavant, et elle ne figurait sur aucune carte militaire. La découverte fut signalée aux autorités locales et à l'armée américaine. Une équipe de conservation visita les lieux pour cataloguer tous les objets. Des photographies furent prises, les parois scannées et des documents écrits récupérés. Certains matériaux furent transférés dans un musée militaire en France pour y être exposés et analysés. Les chercheurs conclurent que cet hôpital de campagne avait été essentiel durant une période critique de la guerre. La bataille des Ardennes fut l'une des offensives les plus rudes du front occidental, et de nombreux postes médicaux durent s'adapter à des cachettes naturelles pour survivre et fonctionner. Cette grotte fut l'un de ces lieux. Le coffre japonais qui conserva les derniers messages de guerre. En 2017, des ouvriers effectuant des travaux sur un terrain proche de la côte d'Okinawa découvrirent un objet métallique enterré à une 50aine de centimètres de profondeur. C'était une boîte rectangulaire, rouillée par le temps, mais encore scellée. Ils pensèrent qu'il s'agissait d'un vieil outil oublié, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque des inscriptions japonaises gravées sur le couvercle. Ils alertèrent les autorités, et une équipe d'archéologues locaux prit en charge la découverte. La boîte fut ouverte dans un laboratoire, dans des conditions contrôlées. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'enveloppes enveloppées dans du papier de riz, accompagnées de petits objets personnels, médailles, photos, morceaux de tissu avec des noms brodés, et même un petit drapeau japonais avec plusieurs messages écrits à la main. Tout était bien conservé. Les experts confirmèrent qu'il s'agissait d'une capsule temporelle enterrée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les documents dataient de 1945 et avaient été rédigés par des soldats de l'armée impériale japonaise, stationnés à Okinawa durant les derniers mois du conflit. Beaucoup de ces textes étaient des lettres adressées à leurs familles, amis ou futurs compatriotes. Ils parlaient du climat, des combats attendus, de leur peur et de l'espoir que quelqu'un lise un jour ces mots. Ce n'étaient pas des messages officiels, c'étaient des écrits personnels, spontanés, certains rédigés avec une écriture négligée, d'autres avec un soin extrême. Plusieurs incluaient des dessins, de brefs poèmes et des phrases d'adieu. L'un disait « Si quelqu'un trouve ceci, sachez que nous avons combattu pour ce que nous croyons juste. N'oubliez pas que nous avons aussi eu peur. » Un autre affirmait « Je m'appelle Taro, j'ai 19 ans. J'enterre ceci parce que je ne sais pas si je serai encore en vie demain. » La découverte surprit par la sincérité des textes. Ce n'était ni de la propagande, ni des rapports de guerre, ni des ordres. C'étaient des confessions. Les spécialistes les traduisirent en japonais moderne et numérisèrent l'ensemble du contenu. Ensuite, ils contactèrent des institutions conservant des archives militaires pour rechercher des correspondances avec les noms figurant sur les documents. 9 des soldats purent être identifiés. Certains moururent au combat, d'autres disparurent lors de la bataille d'Okinawa. Un seul fut confirmé comme survivant, et il vivait à Tokyo. Il avait déjà plus de 90 ans. Lorsqu'il fut informé de la découverte, il demanda à voir la capsule. Il reconnut son écriture dans l'une des lettres et confirma que le groupe avait décidé de l'enterrer avant de recevoir l'ordre de mobilisation. La boîte avait été placée sous une dalle, dans ce qui était un abri improvisé utilisé par les soldats comme point de rassemblement. Selon le vétéran, il savait que la défaite était inévitable et voulait laisser une trace de ce qu'il ressentait à ce moment-là. Personne ne voulait que leurs pensées disparaissent avec eux. La découverte fut documentée au Japon comme l'une des plus émouvantes liées au conflit. Elle n'avait aucune valeur militaire ni information stratégique, mais offrait une vision humaine directe de ce que vécuraient les soldats japonais ordinaires, sans filtre ni intervention officielle. Une exposition temporaire fut organisée dans un musée d'Okinawa, où furent présentées des copies des textes, accompagnées des objets retrouvés avec les lettres. On y incluait également une interview vidéo du vétéran, qui permit de contextualiser la découverte. L'intérêt du public fut grand, en particulier chez les jeunes qui n'avaient jamais entendu parler de ce type de capsule. Les textes montraient clairement que les soldats savaient que leurs chances de survie étaient minimes. Certains évoquèrent même ce qu'ils aimeraient faire s'ils survivaient. L'un écrivait qu'il rêvait d'ouvrir une boutique de riz, un autre disait vouloir épouser sa voisine à son retour. Il y avait des rêves simples, enterrés avec une guerre qui emportait tout. Au-delà de son impact archéologique, la capsule permet de révéler une facette méconnue de la guerre.
Non celle des hauts commandements ou des combats aériens, mais celle des jeunes recrues qui écrivirent quelques lignes dans l'espoir de ne pas être oubliés. L'avion fantôme du désert. En 2012, un ouvrier égyptien explorant une zone reculée du désert du Sahara tomba sur quelque chose d'inattendu, un ancien avion planté dans le sable, comme s'il venait de faire un atterrissage d'urgence. Il n'était ni enterré ni détruit, seulement usé par le soleil et le vent. Le fuselage était encore intact. Sur un côté, on pouvait encore lire une partie du numéro de série. Des armes rouillées gisaient au sol, ainsi que des effets personnels éparpillés autour. C'était un chasseur britannique Curtis Kitty Hawk, modèle P-40, utilisé par la Royal Air Force en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Les experts confirmèrent que l'avion avait décollé en juin 1942 et n'était jamais revenu à sa base. Son pilote, le sergent Dennis Copping, âgé de 24 ans, avait pour mission de transférer l'appareil pour une réparation dans une autre zone de la région. Il n'arriva jamais. Le rapport de vol initial indiquait qu'il s'était désorienté et il fut déclaré perdu. À partir de ce jour, on ne retrouva ni le pilote ni l'avion. Aucune trace d'impact, pas de signal radio, ni de débris identifiés dans les environs. Ce fut un cas de disparition de plus au cœur d'un territoire hostile, sans indice clair. Lors de l'inspection de l'avion dans le désert, on constata qu'il n'avait subi aucun impact de combat. Le train d'atterrissage était endommagé, mais l'appareil ne s'était pas écrasé violemment. Cela ressemblait à un atterrissage forcé. Le pare-brise était brisé, mais le reste de la structure principale était d'un seul tenant. Il y avait des munitions éparpillées, un parachute séché par le soleil et des bidons de carburant vides. Le plus frappant fut que l'intérieur du cockpit conservait des éléments d'origine. Certains instruments étaient encore en place. La radio, bien que cassée, ne semblait pas avoir été retirée. Au sol, on trouva une casquette militaire, une trousse à outils et une gourde. Aucun reste humain ne fut retrouvé. L'incident déclencha une enquête auprès des archives militaires britanniques. Des croisements furent faits entre les dates, les missions, les noms d'escadrons et les routes utilisées à l'époque. Tout indiquait que le pilote, désorienté, avait décidé d'atterrir avant d'épuiser son carburant. Par la suite, il aurait tenté de marcher pour chercher de l'aide. À quelques kilomètres de l'avion, on découvrit des ossements humains à côté d'un petit abri improvisé avec des pierres. On y trouva aussi des restes d'uniformes militaires, un revolver et des morceaux de bâche. On pense que Copping marcha en ligne droite jusqu'à l'épuisement. Il ne parvint jamais à rejoindre un lieu habité. Cette découverte attira l'attention des historiens et des experts en aviation. L'avion était si bien conservé qu'on aurait dit un modèle d'exposition, perdu au milieu du désert. Des centaines de photos furent prises, des parties du fuselage scannées et toutes les coordonnées précises enregistrées. Pendant des semaines, le site fut visité par des équipes britanniques et égyptiennes venues étudier l'environnement. Le gouvernement britannique souhaita récupérer l'avion pour l'exposer dans un musée, mais l'opération s'avéra complexe. Il se trouvait dans une zone difficile d'accès, sans route ni signalisation à proximité. Il y avait aussi un risque que le transport l'endommage davantage que de le laisser sur place. Il fut envisagé de le conserver tel quel, à l'endroit exact de sa découverte, en le recouvrant de matériaux résistants pour éviter sa dégradation. Mais avec le temps, l'appareil fut démantelé par des pillards qui vendirent des pièces du fuselage et des composants internes. Aujourd'hui, seuls subsistent des fragments éparpillés là où ils se trouvaient intacts. Dennis Copping fut officiellement honoré par l'armée britannique après l'identification de ses restes. Il ne possédait pas de tombe connue jusqu'alors. Son nom fut inscrit dans les registres des soldats tombés en Afrique et son histoire fut intégrée aux archives de la Royal Air Force. L'avion fantôme du Sahara fut l'une des découvertes les plus marquantes en raison de son état, de son emplacement intact et de l'image qu'il laissait. Un chasseur arrêté au milieu de nulle part, témoin d'une mission simple qui se termina sans retour. Un trajet de routine devenu mystère pendant 70 ans. Le sous-marin 152, l'envoi perdu de l'Axe sous l'Atlantique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'océan ne servait pas seulement à transporter des marchandises, il constituait aussi la voie empruntée par les puissances de l'Axe pour des opérations discrètes. L'un des cas les plus marquants repose à plus de 5000 mètres sous l'Atlantique. Il s'agit du sous-marin japonais IA-52, mais ce n'était pas un sous-marin ordinaire. Celui-ci transportait une cargaison spéciale reliant le Japon et l'Allemagne à un moment clé du conflit.
À un stade avancé de la guerre, emprunter les routes maritimes classiques équivalait à risquer sa vie. Les attaques alliées étaient omniprésentes. Le Japon et l'Allemagne, sous pression et disposant de moins en moins d'options, devaient continuer à échanger ce qu'ils possédaient encore. L'Allemagne cherchait des matières premières devenues rares en Europe: caoutchouc, étain, tungstène, molybdène, quinine et même opium. Le Japon, quant à lui, souhaitait acquérir la technologie allemande: plans d'avion, torpilles, radars et tout ce qui pouvait lui donner un avantage. Le I-52 partit du Japon à destination de l'Europe. L'objectif était clair: atteindre le port de Lorient, contrôlé par les nazis sur la côte française. Pour ce voyage, le sous-marin transportait environ 2 tonnes d'or pur en lingots, ainsi que des drogues, des métaux et d'autres produits de valeur. En échange, les Japonais comptèrent charger le navire de technologie militaire de pointe en sol européen et repartir. Ce qui rendait cette mission différente, c'était que le I-52 n'était pas seul. Un point de rencontre avait été prévu en plein Atlantique avec un sous-marin allemand, le U-530. Cette rencontre devait permettre de transférer au I-52 un système radar plus avancé et d'autres équipements pour mieux éviter les ennemis. Tout cela devait se faire sans être détecté, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Les services de renseignement américains avaient déjà intercepté plusieurs communications de l'Axe. Grâce à cela, ils purent connaître l'itinéraire exact du sous-marin japonais. Le 24 juin 1944, des avions anti-sous-marins de la marine américaine se dirigèrent vers la zone et larguèrent une série de charges explosives. Le I-52 fut touché et disparut sans laisser de traces. Tous les membres d'équipage périrent. Le navire sombra dans une zone de l'océan où la profondeur dépasse 5000 mètres. Pendant des décennies, son histoire resta figée entre théories, rumeurs et spéculations. Dans les années 90, un groupe privé d'exploration sous-marine parvint à localiser les restes du premier 52. Ils le trouvèrent au sud-ouest des Açores, immergé et recouvert de décennies de sédiments. Les images montraient un sous-marin en bon état, compte tenu du temps écoulé. Cette découverte raviva l'intérêt pour son contenu. Plusieurs rumeurs furent confirmées, l'or était toujours à l'intérieur. Les chercheurs enregistrèrent plusieurs vidéos à l'aide de robots sous-marins. Ils filmèrent non seulement des parties de la coque, mais aussi des caisses et des cylindres renfermant les lingots. Malgré cette découverte, les conditions extrêmes rendaient presque impossible toute tentative d'extraction. L'or contenu dans le I-52 était destiné à payer la cargaison que les Japonais espéraient ramener: armes, plans, radars et autres matériels secrets allemands. Le plan visait à maintenir la coopération technique entre les deux pays, même lorsque la guerre semblait déjà perdue pour l'Axe. Le sous-marin devint ainsi le symbole de cette ultime tentative désespérée de continuer. L'existence du I-52 démontra également comment les alliés de l'Axe opérèrent dans l'ombre. Alors que les batailles les plus connues se déroulaient en Europe ou dans le Pacifique, il existait des opérations comme celle-ci, où les chars et les avions comptaient moins que les échanges secrets qui faisaient encore tourner la machine de guerre. Les restes du I-52 reposent toujours au fond de la mer. L'or n'a jamais été récupéré. Plusieurs expéditions privées ont tenté de le ramener, sans succès. La profondeur, la pression de l'eau et les coûts élevés laissèrent la mission en suspens indéfiniment. Cependant, les enregistrements restent disponibles comme preuve que tout cela a bien eu lieu. Le cas du I-52 est l'un des rares exemples documentés d'un sous-marin transportant autant d'or pour une mission concrète entre deux puissances de l'Axe. Ce n'était pas un simple transport militaire, mais une opération de haut niveau, conçue pour maintenir l'alliance vivante, alors qu'il ne restait presque plus d'espoir. La capsule temporelle nazie retrouvée dans un sous-sol en Pologne. En l'an 2016, un groupe d'ouvriers réalisait des travaux de rénovation dans un ancien bâtiment du village de Zlosieniec, dans le nord-ouest de la Pologne, lorsqu'ils firent une découverte inattendue. Sous les fondations du lieu, dissimulé dans un compartiment en béton, apparut un conteneur scellé portant des symboles du Troisième Reich. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur était une capsule temporelle enterrée par les nazis pendant la guerre. Zlosieniec, connue autrefois sous le nom de Falkenburg lorsqu'elle était sous contrôle allemand, faisait partie du territoire prussien avant que les frontières ne soient redéfinies après la guerre. Une école locale y fonctionnait alors, servant de lieu de propagande et de formation pour les nazis.
C'est dans le sous-sol de ce même bâtiment, 72 ans plus tard, que la capsule fut retrouvée. L'équipe chargée des travaux informa immédiatement les autorités locales, qui contactèrent à leur tour des spécialistes en histoire et le personnel du musée régional. Une opération fut organisée pour ouvrir la capsule avec précaution, sans endommager son contenu. La procédure se déroula au Musée national de Szczecin, en présence des médias et d'un personnel technique. À l'intérieur du récipient se trouvaient des objets illustrant clairement la vie en Allemagne nazie, tant sur le plan politique que quotidien. On y trouva 2 exemplaires de Mein Kampf, plusieurs journaux de l'époque, des pièces de monnaie, des photographies et des documents officiels. Tous étaient bien conservés, grâce à l'isolement du compartiment et à l'étanchéité du cylindre métallique. Les photographies montraient des scènes de la ville sous le régime nazi, incluant des défilés, des bâtiments ornés de drapeaux du parti et des portraits de fonctionnaires locaux. Beaucoup de ces documents étaient inédits et fournissaient des informations jusque-là non documentées avec autant de précision. Les journaux, pour la plupart datés de 1934, contenaient des nouvelles sur le régime, des discours d'Hitler et des articles de propagande. On y trouva également des tracts utilisés pour endoctriner la jeunesse et des manuels scolaires employés dans les cours d'histoire de l'époque. Parmi les objets les plus frappants figuraient des médailles du parti nazi et plusieurs brochures faisant référence au serment à Hitler que les élèves devaient réciter. Des documents comportant les noms des élèves de cette école cette année-là furent également retrouvés, permettant de reconstruire plus en détail l'activité du bâtiment en tant que centre de formation politique. Les autorités polonaises déclarèrent que la découverte avait une valeur historique considérable, car il ne s'agissait pas simplement d'une collection d'objets, mais d'une capsule conçue avec une intention précise. Les nazis l'avaient volontairement enterrée, en sachant que quelqu'un la trouverait un jour et qu'elle porterait leur vision du monde et leurs idéaux. La capsule avait été mentionnée dans d'anciens registres allemands, mais jusqu'alors, elle n'avait jamais été localisée. Des documents d'archives faisaient référence à un projet symbolique dans cette école, avec des matériaux cachés en tant qu'héritage. Personne, cependant, n'en avait confirmé l'emplacement exact jusqu'à ce moment-là. Le musée de Szczecin travailla plusieurs mois à la restauration et à l'analyse des objets. Une fois nettoyés et classés, ils furent exposés lors d'une exposition spéciale. L'exposition attira des milliers de visiteurs et fut couverte par des médias du monde entier, non seulement pour la valeur historique des objets, mais aussi pour l'impact émotionnel de les voir intacts après plus de 7 décennies. Ce qui frappa le plus fut le contraste entre les objets ordinaires, tels que crayons, livres et pièces, et les éléments purement idéologiques, comme les insignes, les proclamations et les images de culte du régime. Cette combinaison montrait à quel point la propagande nazie avait infiltré tous les aspects de la vie quotidienne. La découverte permit également aux chercheurs d'établir des liens avec d'autres trouvailles similaires dans la région. Il fut confirmé que durant l'expansion du Troisième Reich, de nombreuses écoles et bâtiments publics avaient dissimulé des capsules temporelles dans le cadre de projets organisés par les jeunesses hitlériennes et d'autres structures du parti. Plusieurs des documents récupérés furent numérisés pour la recherche et la consultation publique. Des lettres personnelles d'élèves furent découvertes, écrites dans des cahiers scolaires, répétant les idées du parti dans le cadre de leurs exercices. Ce type de preuve contribua à illustrer comment l'endoctrinement était appliqué dès le plus jeune âge. La capsule fut installée dans une vitrine renforcée à l'intérieur du musée, dans des conditions spécifiques de température et d'humidité. Sa conservation est désormais assurée pour que les générations futures puissent la voir telle qu'elle fut trouvée. Cette découverte raviva l'intérêt pour la révision d'autres archives de construction de l'ère nazie dans la région, avec la possibilité que d'autres capsules soient encore dissimulées. Elle stimula aussi de nouvelles recherches sur les pratiques pédagogiques du Troisième Reich, ce cas apportant des preuves directes sur le contenu utilisé dans les salles de classe. Zlocieniec, le petit village où tout cela eut lieu, organisa des événements éducatifs avec les écoles locales, utilisant la découverte comme point de départ pour enseigner l'histoire récente. Plusieurs initiatives culturelles et pédagogiques furent lancées grâce à cette découverte. Le refuge sous-marin de Lorient, le bastion nazi qui résista au bombardement total. Pendant l'occupation allemande en France, le port de Lorient devint l'une des installations les plus stratégiques de la marine nazie.
Ce n'était pas seulement un point d'entrée ou de sortie, il se transforma en une base fortifiée à l'épreuve des bombes, spécialement conçue pour protéger les sous-marins de type U-boot, essentiels à la guerre dans l'Atlantique. Lorient, situé dans la région de Bretagne, fut occupé par les troupes allemandes en juin 1940. Peu après, le haut commandement naval allemand décida d'y construire l'une des bases les plus solides de son réseau de bunkers en Europe. Les travaux commencèrent rapidement, avec des milliers d'ouvriers, dont beaucoup étaient contraints, érigeant d'énormes structures en béton armées directement sur le port. La base était composée de plusieurs blocs de béton. Chacun servait de refuge pour les sous-marins en réparation, en ravitaillement ou en maintenance. Ce qui impressionnait, c'était sa structure. Des toits de presque 7 mètres d'épaisseur, conçus pour résister à des impacts aériens directs. Les murs étaient tout aussi épais, et toute la base était conçue pour rester opérationnelle même sous attaque. La construction fut divisée en 3 grands complexes, Kéroman 1, 2 et 3. Chacun possédait des quais internes permettant aux sous-marins d'y entrer en flottant. Une fois à l'intérieur, des portes se fermaient, les protégeant complètement de l'extérieur. Cette organisation permettait à la flotte U-boot de rester active, même pendant les bombardements constants des villes voisines. Entre 1941 et 1943, Lorient fut l'un des principaux centres de départ des sous-marins vers l'Atlantique. De là partaient les missions de patrouille, d'attaque et de sabotage de la Kriegsmarine. Les U-boots opéraient en groupe et utilisaient l'Orient comme base pour recharger les torpilles, changer d'équipage ou recevoir des ordres directs du commandement allemand. Conscients de son importance, les forces aériennes alliées larguèrent plus de 4000 tonnes d'explosifs sur l'Orient. Pourtant, la base sous-marine résista à tout. Les bombardements détruisirent une grande partie de la ville, mais les refuges de Kéroman restaient debout. Le béton résistait sans céder, et les Allemands continuaient à utiliser la base normalement. Devant l'impossibilité de détruire les installations avec des bombardements conventionnels, les Alliés changèrent de stratégie. Au lieu d'attaquer directement la base, ils commencèrent à raser la ville environnante, cherchant à couper les approvisionnements, éliminer les infrastructures et rendre la vie impossible aux soldats allemands présents sur place. À la fin de 1944, l'Orient fut complètement isolé. Les forces américaines encerclèrent la zone et les Allemands furent piégés dans la base, sans possibilité d'aide extérieure. Malgré cela, ils ne se rendirent pas. Environ 25 000 soldats restèrent sur place jusqu'à la fin du conflit, enfermés mais protégés par une forteresse qui semblait indestructible. L'intérieur de la base comprenait des ateliers, des réservoirs de carburant, des dortoirs, des cuisines et des bureaux. Tout était pensé pour résister à de longs sièges. Il y avait des générateurs autonomes, des systèmes de ventilation et des tunnels reliant différentes parties du complexe. Même sous un feu constant, l'activité interne ne s'interrompit jamais complètement. À la fin de la guerre, la base de l'Orient ne fut pas démolie. Au contraire, les forces françaises la prirent et la maintinrent en service. Sa structure était si solide qu'il était plus utile de la conserver que de tenter de la détruire. Pendant des décennies, la marine française l'utilisa dans le cadre de ses propres opérations navales. Aujourd'hui, le site a été transformé en centre historique et musée. Une partie des installations est ouverte au public et il est possible de parcourir certains des immenses hangars où opéraient les U-boots. On y trouve également des expositions avec des objets originaux, des plans, des uniformes, des photographies et des vidéos expliquant le fonctionnement de la base. Le bloc Kéroman 3 est l'un des mieux conservés. À l'intérieur, on peut encore voir les marques des rails, les portes et les plateformes où les sous-marins étaient placés pour révision. L'acoustique et l'échelle du lieu sont impressionnantes. Elles donnent une idée claire de ce que c'était que de se déplacer dans une base conçue pour résister à une guerre totale. La ville nazie cachée en Norvège. Pendant l'occupation nazie de la Norvège, les Allemands installèrent de nombreuses bases militaires et centres d'opération dans tout le pays. Mais l'un des projets les plus secrets eut lieu dans le nord, dans une zone montagneuse où ils construisirent une ville souterraine restée hors des radars pendant des décennies. Ce qui semblait être une petite installation dissimulait un réseau de tunnels, entrepôts, baraquements et systèmes de communication avancés. La ville fut édifiée dans la région de Banak, près de l'Akselv, dans le Finnmark, une zone isolée offrant des avantages stratégiques par sa proximité avec la mer de Barents. Là,
les ingénieurs allemands conçurent un complexe autonome, capable de fonctionner sans contact constant avec le reste du territoire occupé. L'accès principal était camouflé. De l'extérieur, on ne voyait qu'une structure ressemblant à un entrepôt, entouré de forêts. Mais en franchissant cette entrée, on accédait à un système de tunnels creusés dans la roche, menant à des salles, des dépôts, des centrales électriques et des postes de commandement. La base fonctionnait comme centre logistique et poste de surveillance pour contrôler les mouvements navals dans l'Arctique. Depuis ce point étaient également coordonnées des opérations liées aux sous-marins et aux convois ennemis. Elle servait aussi de centre de réparation pour les véhicules et machines lourdes utilisés sur le front nord. Des générateurs autonomes, des puits d'eau, des réseaux de ventilation et des lignes téléphoniques internes furent construits. L'ensemble du système était conçu pour survivre sans dépendre de l'extérieur. La température souterraine restait stable et il y avait suffisamment d'espace pour héberger plus de 200 personnes, soldats, techniciens et ingénieurs inclus. Une grande partie du personnel sur place était norvégien, contraint de collaborer. D'autres étaient des prisonniers soviétiques transférés sur le site pour exécuter les tâches les plus pénibles. Beaucoup moururent lors des excavations, victimes du climat extrême, des éboulements et des mauvais traitements infligés par les officiers allemands. Les matériaux de construction arrivaient par train jusqu'à Narvik, puis par camion jusqu'à l'entrée principale. L'opération était coordonnée par des membres de l'organisation Todt, responsable de nombreux travaux d'infrastructure du Troisième Reich. Le projet fut mené dans la plus grande discrétion, et très peu de civils savaient ce qui se construisait dans la région. À la fin de la guerre, les Allemands détruisirent partiellement les installations pour empêcher leur capture par les Alliés. Toutefois, plusieurs tunnels et pièces restèrent intacts. Pendant des années, la zone fut scellée et oubliée, jusqu'à ce qu'un groupe d'explorateurs locaux redécouvre l'entrée d'origine dans les années 90. En y pénétrant, ils trouvèrent des restes d'uniformes, des caisses de munitions, des générateurs rouillés et de la documentation partielle. L'état général du lieu était étonnamment bon, grâce au climat sec et à la conception du système. Il n'y avait ni humidité ni signe de pillage. Tout semblait figé dans le temps. Les autorités norvégiennes menèrent une expédition officielle sur le site en 1997. Chaque section fut documentée et un rapport détaillé sur la structure fut établi. L'enquête confirma que l'endroit avait été l'une des installations nazies les plus complètes construites hors d'Allemagne et qu'il était resté secret pendant plus de 50 ans. Parmi les documents retrouvés figuraient des plans de routes sous-marines, des cartes de l'Arctique, des registres de mouvements navals alliés et des listes de personnel. Des photographies de la construction prises par des ingénieurs allemands furent également découvertes. Elles montraient l'extension progressive du réseau de tunnels à l'aide de machines spécialisées. L'un des éléments les plus intrigants fut une pièce au mur en plomb, probablement utilisée comme protection contre les émissions radio ou pour des expériences de communication cryptée. Cela ouvrit la voie à de nouvelles théories, selon lesquelles le site ne servait pas uniquement de base, mais aussi de centre d'essai. La ville souterraine de Banak n'était pas conçue pour être une simple forteresse. C'était un nœud stratégique dans le système de défense du Nord. Sa position permettait de surveiller les voies d'évasion des convois alliés essayant de rejoindre l'URSS par la mer de Barents. De là étaient également envoyés des messages codés et une partie de la logistique du front arctique était contrôlée. En 2002, le gouvernement norvégien décida de préserver une partie du site en tant que témoignage historique. Certaines sections furent renforcées pour éviter les effondrements et des capteurs de surveillance furent installés. Aujourd'hui, le site n'est pas ouvert au public, mais des études sont en cours pour le rendre visitable à des fins éducatives. La zone conserve encore des traces de l'activité allemande. Douilles, inscriptions en allemand peintes sur la roche et restes de machines. Malgré le passage du temps, la base conserve sa forme d'origine, et sa taille réelle reste sujette à débat, car certaines zones n'ont pas encore été entièrement explorées. Armes nazies enterrées à Mendoza. En 2017, un groupe de travailleurs agricoles nettoyait un terrain près de San Carlos, dans la province de Mendoza, lorsqu'un d'entre eux remarqua un objet métallique dépassant du sol. En creusant un peu plus, ils tombèrent sur une caisse lourde, rouillée, portant des marques que personne sur place ne reconnut immédiatement. Pensant qu'il s'agissait de ferraille, ils l'ouvrirent et découvrirent un arsenal avec des gravures allemandes et des symboles du Troisième Reich.
La découverte fut immédiatement signalée aux autorités locales, qui arrivèrent sur place accompagnés de membres de l'armée argentine. Lors de l'inspection du contenu, on trouva plusieurs armes de poing, des munitions, des jumelles à longue portée, une paire d'uniformes en mauvais état et des documents datant de l'année 1945. Tous les objets étaient enveloppés dans des tissus épais, protégés de la poussière et de l'humidité, comme s'ils avaient été enterrés dans l'intention d'être récupérés un jour. Les experts qui analysèrent le contenu confirmèrent que les armes étaient de fabrication allemande, principalement des pistolets Luger P08 et Walter P38, modèles largement utilisés par les officiers nazis durant la guerre. Les munitions étaient rouillées, mais la plupart restaient identifiables. Certains documents, rédigés en allemand, comportèrent des dates et des noms qui furent ensuite recoupés avec des archives historiques. L'une des théories avancées immédiatement fut que cette caisse avait été laissée là par l'un des nombreux nazis ayant fui en Amérique du Sud après la guerre. L'Argentine fut l'un des pays ayant accueilli le plus de fugitifs allemands entre 1945 et 1950, et Mendoza, tout comme Bariloche ou Cordoba, hébergea plusieurs anciens militaires et collaborateurs du régime. La caisse, selon les enquêteurs, avait été enterrée à environ 60 cm de profondeur, près d'une ancienne cave abandonnée. Il n'y avait aucune construction visible aux alentours, ce qui indiquait que l'endroit avait été choisi volontairement pour son isolement. Aucune autre marque ne fut trouvée à proximité, mais un balayage avec des détecteurs de métaux fut effectué, sans révéler d'autres caches. Parmi les documents retrouvés figuraient des photographies personnelles, des lettres en allemand adressées à un certain capitaine Müller, et un petit carnet contenant des notes sur des itinéraires, des contacts et des déplacements en Argentine. On découvrit aussi un insigne des SS en mauvais état et un passeport non rempli avec de vieux tampons. L'affaire fut étudiée par des historiens argentins et allemands qui collaborèrent pour tenter d'identifier à qui ce butin pouvait appartenir. Bien qu'aucune confirmation définitive n'ait été établie, certaines pistes menaient à un ancien officier de logistique ayant fui par l'Italie pour arriver à Buenos Aires en 1947. D'après des rapports d'intelligence de l'époque, cet homme aurait vécu sous une fausse identité dans des zones rurales pendant au moins une décennie. La caisse fut transférée à un laboratoire de Buenos Aires, où les objets furent nettoyés, catalogués et conservés. Une exposition publique immédiate fut évitée pour prévenir les mauvaises interprétations ou attirer des personnes aux idéologies extrêmes. Cependant, une partie du matériel fut confiée au musée de l'Holocauste de Buenos Aires, où une exposition spéciale sur la fuite nazie vers l'Amérique du Sud fut organisée. Cette découverte relança également les débats sur le réseau d'aide ayant permis à tant d'ex-militaires nazis d'échapper au procès de Nuremberg. Plusieurs routes d'évasion, connues sous le nom de Ratlin, passaient par l'Italie, traversaient l'Atlantique à bord de navires camouflés et accostaient en Argentine, au Brésil, au Paraguay ou au Chili. Cette caisse, enterrée dans un lieu aussi reculé, offrait une nouvelle preuve de la préparation avec laquelle certains avaient planifié leur disparition. Les experts s'accordèrent à dire que le contenu de la caisse ne relevait pas de l'improvisation. Les armes étaient emballées avec soin, les munitions séparées, les documents protégés dans des pochettes plastifiées et la boîte renforcée intérieurement pour résister à la pression du sol. Tout indiquait une préparation minutieuse par une personne expérimentée. Parallèlement, les archives de l'immigration dans la province de Mendoza furent examinées. Bien que de nombreux noms aient été effacés ou soient faux, on trouva des fiches de citoyens allemands ayant acheté des terres dans la région entre 1946 et 1952. Certains de ces noms correspondaient aux noms mentionnés dans le carnet retrouvé dans la caisse. Le gouvernement argentin décida de ne pas révéler l'emplacement exact de la découverte pour éviter les explorations illégales. Il confirma toutefois qu'il s'agissait de l'une des découvertes les mieux conservées liées à la présence nazie dans le pays. Des contacts furent également établis avec les chercheurs du centre Wiesenthal pour aider à l'identification des personnes concernées. L'affaire prit une dimension internationale lorsqu'un média européen publia des photographies du contenu. Dès lors, plusieurs descendants d'immigrants allemands vivant en Argentine contactèrent les autorités, affirmant posséder des objets similaires ou des documents d'époque. Certains de ces éléments furent authentifiés, mais aucun ne put être directement relié à la caisse. Ce qui intriguait le plus les chercheurs, c'était pourquoi elle n'avait jamais été récupérée. Si son propriétaire avait prévu de revenir, qu'est-ce qui l'en avait empêché? Est-il mort avant?
Les réponses restent inconnues, mais la caisse demeure une preuve solide que beaucoup de ceux qui ont fui sont arrivés avec des plans, des contacts et des ressources cachées. Depuis, d'autres recherches ont été menées dans les environs de San Carlos. Certains habitants ont rapporté avoir vu des mouvements étranges dans les décennies passées, véhicules sans identification et hommes parlant allemand aux alentours. Bien qu'aucune autre découverte n'ait été faite, l'intérêt pour le passé caché de la région reste intact. Les documents nazis découverts par surprise dans un lycée français. En 2013, lors d'une rénovation dans le lycée Lucie-Aubrac, situé à Bourg-les-Valences, dans le sud-est de la France, un groupe d'ouvriers travaillant dans une ancienne partie du bâtiment fit une découverte inattendue. En retirant des panneaux de bois dans une zone du grenier, ils tombèrent sur une cavité cachée contenant une grande quantité de papier jauni, de vieilles chemises et d'enveloppes portant des cachets en allemand. L'établissement scolaire, construit avant la Seconde Guerre mondiale, avait servi de quartier général aux forces allemandes pendant l'occupation. Selon les archives locales, le bâtiment fut utilisé comme caserne temporaire entre 1943 et 1944, avant d'être abandonné par les troupes de l'Axe lors de leur retraite. Par la suite, l'école retrouva sa fonction d'origine, et avec le temps, les traces du passé furent oubliées. Ce que les ouvriers découvrirent ce matin-là était une archive complète de plus de 200 documents, dont beaucoup étaient signés, tamponnés et rédigés par des officiers allemands en poste dans la région. On y trouvait également des cartes, des plans urbains avec des annotations en couleurs, des listes de personnes et quelques objets personnels tels que des insignes, des médailles et des photographies. Face à cette découverte, la direction du lycée alerta immédiatement les autorités municipales qui contactèrent à leur tour le ministère de la Culture. L'accès à la zone fut bloqué et un inventaire contrôlé fut lancé. Des experts en conservation et en archivistique furent dépêchés sur place pour évaluer l'état du matériel. Les papiers étaient dans un état acceptable, bien que certains montraient des signes d'humidité. Parmi les documents se trouvaient des rapports de surveillance, des lettres adressées à des supérieurs à Lyon et des fiches comportant des noms, adresses et informations sur des citoyens français. Beaucoup de ces personnes, comme l'ont ensuite vérifié les historiens, étaient liées à la résistance locale ou étaient d'origine juive. Une partie de l'archive faisait référence à des opérations concrètes, incluant des arrestations, des perquisitions de domicile et des confiscations de biens. On trouva aussi des listes d'objets saisis, des radios aux bicyclettes. Tout était consigné avec précision, dans une écriture soignée, accompagnée de dates exactes. L'un des documents les plus importants était un rapport de renseignement daté de mars 1944. Il détaillait les routes empruntées par des groupes de la résistance pour se déplacer entre les villages et leurs cachettes. Il incluait aussi des noms de code, des points de rendez-vous et des descriptions physiques de suspects. Ce rapport n'était jusqu'alors mentionné dans aucun des fichiers officiels de l'occupation. On trouva également une liste d'élèves de l'école, annotée à la main. Apparemment, les Allemands surveillaient les familles des élèves, notamment dans les derniers mois de l'occupation, lorsque le contrôle interne devint plus rigoureux. Les experts ayant analysé la découverte s'accordèrent à dire que l'archive avait été dissimulée volontairement avant la retraite allemande. Elle n'était ni enterrée ni dispersée, mais soigneusement emballée et rangée dans un coin inaccessible pour les élèves et enseignants. Le choix de l'endroit indiquait que l'auteur avait un accès direct au bâtiment. Parmi les objets retrouvés, il y avait aussi une machine à écrire portative d'origine allemande, avec son ruban encore en place. Elle fonctionnait toujours et fut utilisée pour reproduire certains documents écrits à l'origine sur ce modèle. Cela permit de confirmer qu'une grande partie des textes avaient été rédigés sur place, au sein même du lycée. La découverte surprit les habitants du village, dont beaucoup ignoraient que le bâtiment avait été un poste allemand. Certains anciens se souvenaient avoir vu des soldats y entrer et en sortir, mais ne savaient pas que des documents sensibles y étaient été gérés. La nouvelle attira l'attention des médias dans toute la France. Le ministère de la Culture transféra l'archive au Centre de conservation régional de Grenoble, où une restauration partielle fut entreprise. Tous les documents furent également numérisés afin d'en faciliter l'accès aux chercheurs et aux institutions éducatives. Une partie du matériel fut présentée dans une exposition temporaire au Musée de la Résistance de Lyon. Les visiteurs purent y voir de près les listes, les cartes annotées au crayon rouge et les photographies récupérées. L'exposition permit de comprendre comment fonctionnait le renseignement local de l'armée allemande
et comment il s'entremêlait à la vie quotidienne des habitants du village. Le refuge nazi retrouvé dans la jungle paraguayenne. En 2015, un groupe d'archéologues travaillant dans la zone forestière de San Pedro, au nord du Paraguay, découvrit les vestiges d'une structure dissimulée dans la végétation. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait des restes d'une ancienne construction rurale, mais en dégageant la zone, ils mirent au jour des murs en pierre taillés avec précision, des fragments de céramique allemande et des symboles suggérant un lien avec le nazisme. La découverte eut lieu près du parc national d'Ibicuí, une zone reculée et difficile d'accès. Les chercheurs, dirigés par l'archéologue José Barbosa, trouvèrent 3 bâtiments séparés, mais reliés par des sentiers camouflés. Il n'y avait plus de toit, mais les murs étaient encore debout, et certaines parois conservaient des inscriptions en allemand. L'un des éléments les plus frappants fut la découverte de pièces de monnaie de l'époque nazie, de flacons de médicaments avec des étiquettes en allemand et de restes d'armes légères, comme des chargeurs vides et des douilles. Tout indiquait que le site avait été utilisé par des personnes venues d'Europe, disposant de matériel militaire et logistique du Troisième Reich. Les archéologues mirent également au jour une croix gammée gravée sur une pierre du seuil d'une des entrées. Bien qu'elle fût érodée par le temps, elle restait identifiable. À proximité, ils trouvèrent une boîte métallique rouillée contenant des papiers devenus illisibles à cause de l'humidité, mais l'un d'eux portait encore une date, 1947. La théorie émergente était qu'il s'agissait d'une cache construite par des nazis ayant fui vers l'Amérique du Sud après la chute du régime. L'endroit était idéal, isolé, difficile d'accès, recouvert par une jungle dense et sans traces modernes aux alentours. Aucun chemin n'y menait, et aucun enregistrement foncier ne mentionnait le site. Les objets retrouvés furent analysés, et plusieurs correspondaient à des modèles fabriqués en Allemagne entre 1938 et 1944. Les flacons de médicaments, par exemple, étaient identiques à ceux utilisés par l'armée allemande sur les fronts de l'Est. Des boîtes de conserve avec des étiquettes en allemand et des sceaux du Reich furent également découvertes. Le style de construction n'était pas local. Les murs étaient faits de pierres empilées selon une technique européenne, sans argile ni ciment, mais avec des joints parfaitement ajustés. Tout laissait penser que le constructeur maîtrisait l'architecture alpine ou montagnarde, peu fréquente dans cette région du Paraguay. Malgré l'usure du temps, plusieurs objets furent récupérés et transportés au Musée national du Paraguay. Là, ils furent nettoyés, catalogués et conservés dans une collection spéciale sur la présence allemande dans le pays. Certains furent exposés dans des expositions temporaires, accompagnés de documents historiques sur l'immigration. Cette découverte incita également à réexaminer les archives migratoires du Paraguay des années suivant la guerre. Plusieurs noms allemands arrivés entre 1946 et 1952 furent identifiés, beaucoup avec des passeports falsifiés ou des enregistrements incomplets. Certains avaient acheté des terres près de San Pedro et vécurent isolés pendant des années. Bien qu'aucune preuve définitive n'ait été trouvée sur l'identité des occupants, les chercheurs supposent qu'il s'agissait d'un point de passage ou d'un refuge temporaire. Le site ne permettait pas une vie à long terme, mais convenait à un séjour de quelques semaines ou mois, le temps d'organiser un transfert ou d'attendre des instructions. Le gouvernement paraguayen refusa de commenter publiquement l'affaire dans un premier temps, mais autorisa ensuite les archéologues à poursuivre leurs recherches avec un soutien logistique limité. Il interdit les fouilles dans d'autres zones sans autorisation, afin d'éviter les pillages ou les explorations non encadrées. Ce qui rendit l'affaire particulièrement intéressante, c'est qu'il ne s'agissait pas de la première rumeur sur des caches nazies au Paraguay. Depuis les années 70, des histoires circulaient sur des bases en milieu rural, mais aucune preuve matérielle concrète n'avait jamais été découverte. Cette trouvaille changea cette perception. Le complexe souterrain en Autriche. En 2014, un groupe de chercheurs découvrit un réseau de tunnels sous une ancienne usine près de Sankt Georgen an der Gusen, dans le nord de l'Autriche. La région était déjà connue pour son lien avec le camp de concentration de Mauthausen, mais cette découverte ouvrait une nouvelle piste. Un centre secret où les nazis auraient mené des expériences et des travaux technologiques clandestins. L'archéologue Andreas Sulzer dirigeait l'équipe chargée d'examiner le terrain.
Ils utilisèrent des capteurs de pénétration terrestre et les résultats révélèrent des passages, de vastes salles et des structures absentes de tout registre officiel. Tout indiquait qu'il y avait là plus que de simples entrepôts abandonnés. Selon les témoignages recueillis par Sulzer, le complexe aurait été lié au développement d'armes expérimentales, potentiellement en rapport avec l'énergie nucléaire. Parmi les matériaux retrouvés figuraient des débris métalliques, des composants électriques anciens et des objets encore partiellement enfouis. Le site avait été construit à l'aide de main-d'œuvre esclave. Des prisonniers du camp de Mauthausen étaient contraints de creuser les tunnels et de travailler dans des conditions extrêmes. Les galeries étaient renforcées par du béton épais et de l'acier, ce qui laissait penser qu'il ne s'agissait pas de simples abris antiaériens. L'un des aspects les plus frappants fut la profondeur de certaines sections, atteignant plus de 20 mètres sous terre. On y trouva des restes de câblage, des panneaux électriques endommagés et des structures de ventilation. Tout était dissimulé sous des couches de terre et de gravats, comme si quelqu'un avait voulu sceller le tout délibérément. Le gouvernement autrichien autorisa des fouilles limitées à certains endroits, mais comme la zone revêtait une haute valeur historique et contenait des restes humains à proximité, des restrictions furent mises en place pour préserver d'éventuelles preuves de crimes de guerre. Malgré cela, l'équipe de Sulzer réussit à accéder à plusieurs galeries. Les documents historiques ne mentionnaient pas directement ce site. Cependant, des archives de renseignements soviétiques déclassifiées faisaient état d'un lieu nommé B8 Bergkristall, où auraient été développés des prototypes d'avions et de moteurs spéciaux. Certaines sources liaient cette installation à la découverte de Sankt Georgen. Des symboles gravés furent trouvés sur les murs, certains avec des lettres gothiques et des emblèmes du Troisième Reich. On y découvrit aussi des restes de mobilier, des pièces mécaniques et une structure ressemblant à un laboratoire improvisé. La ventilation fonctionnait encore partiellement, facilitant l'accès sans équipement spécialisé. L'équipe ne trouva pas de preuves directes d'expérimentation nucléaire, mais bien des indices de travaux techniques avancés, restes de tuyaux, de manomètres et de composants ne correspondant pas à l'usage d'une simple usine. Des fragments de documents détériorés, illisibles mais portant des cachets allemands, furent également découverts. La zone était fermée au public depuis les années 50. On pensait qu'il ne restait que des ruines industrielles, mais les scanners révélèrent le contraire. Le site avait une structure organisée, avec des salles interconnectées et des zones de stockage. L'intérêt grandit lorsque les médias internationaux évoquèrent le laboratoire nazi enterré. Bien qu'il n'existât aucune preuve concluante sur sa fonction exacte, tout laissait penser à un projet spécial. La combinaison de son emplacement, de sa profondeur, des matériaux et du secret nourrissait de nombreuses théories. Sulzer affirma que les travaux avaient dû continuer jusqu'à la fin de la guerre, certaines zones montrant des signes d'usage intensif. La région avait été bombardée par les Alliés, mais les tunnels avaient tenu bon. Ce fait confirmait que leur construction avait été pensée pour durer. Le bombardier américain enterré dans les Alpes. En 2013, un groupe d'alpinistes empruntant une route peu fréquentée dans les Alpes italiennes découvrit des fragments métalliques émergeant de la neige. En s'approchant, ils remarquèrent qu'il s'agissait de restes d'un grand appareil aérien, dont certaines parties étaient encore reliées. Presque entièrement enterré, l'avion était recouvert de glace et de rochers. Ils alertèrent les autorités, et quelques jours plus tard, des experts militaires américains arrivèrent sur place accompagnés de techniciens italiens. Les premières analyses confirmèrent qu'il s'agissait d'un B-24 Liberator, un modèle de bombardier utilisé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le numéro d'identification visible sur l'une des ailes permit de retrouver l'enregistrement exact. L'avion avait disparu en 1945 et pendant des décennies, on ignorait ce qu'il était devenu, ainsi que sa troupe. Il avait décollé d'une base du sud de l'Italie pour une mission de bombardement, mais ne revint jamais. Les rapports de l'époque signalèrent la perte de contact après le survol des Alpes, sans signal radio ni débris retrouvés. L'équipage fut déclaré disparu. La découverte eut lieu à plus de 2500 mètres d'altitude. L'accès était difficile et le climat avait permis de conserver une partie de la structure. Bien que l'avion ne fût pas intact, le fuselage conservait sa forme générale. On distinguait encore la tourelle arrière, une partie du train d'atterrissage et des restes du cockpit. Les experts mirent au jour des plaques nominatives, des fragments d'uniformes et plusieurs objets personnels appartenant aux membres d'équipage. Parmi eux,
une montre, une boîte contenant des lettres et une carte d'identité militaire. Des restes osseux furent également retrouvés, ce qui mena à l'envoi d'échantillons pour des tests ADN afin d'identifier les soldats. Le département de la Défense des États-Unis confirma que l'avion appartenait au 485e groupe de bombardement. Sa mission ce jour-là était d'attaquer une installation ferroviaire en Autriche. Il est probable qu'il ait été touché par des tirs ennemis ou qu'il ait subi une panne technique, ce qui l'aurait dévié de sa trajectoire avant de s'écraser dans la montagne. L'impact fut violent, mais une partie de la structure glissa le long de la pente et resta semi-enterrée dans une zone enneigée presque toute l'année. C'est pourquoi elle ne fut jamais repérée depuis les airs, ni par les habitants locaux. Ce n'est qu'après le dégel de cette saison-là que certains fragments furent exposés. L'équipe de secours monta une opération spéciale pour extraire les restes sans endommager le terrain ni l'appareil. Ils travaillèrent pendant plusieurs semaines, retirant les pièces avec précaution à l'aide d'hélicoptères et d'outils manuels. Les éléments principaux furent transférés vers une base militaire américaine en Europe. Les familles des membres d'équipage furent contactées. Beaucoup ignoraient ce qu'il était advenu de leurs proches, certains pensaient même que leurs corps ne seraient jamais retrouvés. La découverte permit de clore un chapitre pour plusieurs familles qui obtinrent enfin des réponses après près de 70 ans. Les analyses médico-légales permirent d'identifier 5 des 11 occupants. Leurs restes furent rapatriés aux États-Unis où ils reçurent des funérailles avec les honneurs militaires. Les 6 autres, non identifiés avec certitude, furent également transférés et inhumés dans un cimetière militaire officiel. Une partie du fuselage fut conservée comme hommage dans un musée de l'aviation en Italie. Une plaque y fut installée avec les noms des membres d'équipage et des détails sur la mission. Une cérémonie fut organisée avec les autorités italiennes et américaines pour honorer les disparus. La découverte stimula aussi des recherches sur d'autres avions disparus dans la région. Plusieurs missions de bombardement avaient traversé les Alpes en 1944 et 1945 et au moins 10 avions manquent encore à l'appel. Certains pensent qu'ils pourraient reposer dans des zones similaires. Les documents militaires examinés après la découverte révélèrent que le vol avait été classé comme « portée disparue au combat », sans investigation poussée. La technologie de l'époque ne permettait pas de suivre les avions avec précision. Beaucoup disparurent sans laisser de traces, et ce n'est que des décennies plus tard qu'ils réapparaissent. Ce cas fut l'un des plus importants en matière de récupération de débris d'avions en zone montagneuse. Il montra qu'avec le temps, il est toujours possible de retrouver des fragments d'histoire autrefois considérés comme perdus à jamais. Il mit aussi en lumière l'importance des routes aériennes sur les Alpes durant la guerre. Tous ces vestiges sont restés cachés pendant des années, enfouis, scellés ou abandonnés dans des lieux que plus personne n'avait explorés. Ce ne sont ni des théories ni des reconstitutions, mais des traces réelles d'une guerre qui a laissé des marques partout dans le monde. Chaque objet, chaque structure et chaque document retrouvé témoignent de cette époque sans nécessité d'explications supplémentaires. Le passé continue de surgir, sans prévenir, et avec des preuves qui parlent encore d'elles-mêmes.